Les taux d'intérêt sont au plus haut depuis 10 ans. Les prix de l'immobilier stagnent, la tension locative explose dans toutes les grandes villes. Et pourtant, pendant mes vacances, j'ai pris une grande décision. En 2026, j'achète un bien immobilier. Suis-je folle ou visionnaire ? Je ne suis pas la seule dans ce cas. En ce moment, environ un quart des Français ont le même projet que moi et peut-être que vous aussi. Comme eux ou comme vous, je regarde les prix, je m'intéresse au taux d'intérêt, je passe mes journées sur le Bon Coin et Se Loger, j'analyse l'offre, je dévore la presse spécialisée, mais ce que je vois n'est pas franchement encourageant. Comme les transactions ont fortement ralenti depuis 2 ans, les prix ont reculé, mais ils restent élevés et la baisse s'est stabilisée depuis le printemps. Enfin, le marché locatif croule sous les demandes, l'offre est limitée et le secteur du neuf est toujours sinistré. Et si en plus je compare les performances de l'immobilier à celles des marchés financiers, je me pose plusieurs questions. Je me demande si je fais bien d'avancer dans ce projet, s'il est vraiment raisonnable de s'endetter dans les conditions actuelles. Est-ce que je ne devrais pas plutôt reporter, garder mon cash de côté ou le mettre en bourse par exemple, là où les rendements semblent plus dynamiques en attendant une embellie des crédits ? Ces interrogations, je suis certaine que vous les partagez aussi parce qu'acheter de la pierre, c'est pas seulement une question de rendement, c'est quand même un gros dossier. C'est un engagement financier sur le long terme avec des contraintes de liquidité et d'entretien, de gestion et des impôts en plus. Dans cette vidéo, je vais d'abord faire le point sur le marché immobilier français, puis on prendra un peu de hauteur pour observer ce qui va se passer ces prochains mois et décider ensemble si l'immobilier mérite encore son titre de roi des placements. Avant de plonger dans notre sujet du jour, j'aimerais vous parler d'Imoscan, un nouvel outil qui révolutionne l'investissement immobilier en France et en Outre-mer. Imaginez pouvoir dénicher le top 0,1% des meilleures annonces immobilières en un seul clic, puis obtenir votre financement dans la foulée. C'est la promesse d'Imoscan. Ce logiciel analyse en temps réel plus de 800 sites d'annonces, vous faisant gagner un temps précieux dans vos recherches. Mais Imoscan va bien au-delà. Il fournit des analyses détaillées pour chaque bien, éliminant les mauvaises surprises. Vous avez accès à 6 masterclass exclusives animées par des experts du secteur et vous rejoignez une communauté d'investisseurs et bénéficiez de conseillers dédiés. Et la cerise sur le gâteau ? Une licence à vie sans frais récurrents est actuellement disponible avec une garantie satisfait remboursée de 30 jours, activable sans aucune condition. Que vous soyez débutant ou investisseur chevronné, Imoscan est l'outil qu'il vous faut pour optimiser vos investissements immobiliers. Cliquez sur le lien en description pour découvrir Imoscan et profitez du nouveau coupon de réduction surprise nommé Money Radar, spécialement négocié pour vous. Attention, ces coupons Money Radar, très intéressants, sont émis en quantité limitée et leur nombre est réduit à chaque utilisation. Il y en a donc peu et ils partiront très vite. D'abord, je vous plante rapidement le décor. Malgré des signes de stabilisation depuis le début de l'année, l'immobilier français est toujours en souffrance. On s'attendait à ce qu'il commence à reprendre des couleurs seulement cet automne, mais finalement, il va falloir patienter encore un peu. D'abord, il y a les prix. S'ils ont reculé de 4% en 2023 et jusqu'à 5% en 2024, nous avons entamé l'année à moins 2,6%, mais depuis, on est désormais à plus 0,6%. Évidemment, c'est une moyenne, il y a des disparités selon les régions, mais dans l'ensemble, les chiffres suggèrent que la baisse serait terminée. Il y a même des endroits où les prix remontent. À Paris, on est redescendu autour de 9 750 € le mètre carré, ce qui marque un vrai recul par rapport au sommet de 2020, mais reste très élevé. À Lyon, les appartements anciens se négocient désormais sous la barre des 5 000 € le mètre carré dans plusieurs arrondissements. Et à Bordeaux, on constate le même mouvement avec des prix qui tournent autour de 4 500 € le mètre carré, parfois moins en périphérie. C'est une bonne nouvelle pour les vendeurs qui sont nombreux à avoir reporté leur projet de vente faute d'un prix qui leur convienne. Et l'arrivée ou le retour de nouveaux biens sur le marché ne ferait pas de mal. Car la France manque toujours cruellement de logements et il ne faut pas compter sur la construction. Le nombre de biens neufs réservés cette année a été divisé par 2 comparé à 2022. Les promoteurs sont en crise, 365 000 permis de construire seulement ont été délivrés cette année. C'est plus que l'année dernière, mais ça reste 22% de moins qu'avant la crise. Et il y a encore du stock à écouler. Pour le moment, il faut presque 22 mois pour vendre un bien neuf, ça n'a jamais été aussi long. La moitié sera probablement vendue en bloc à des investisseurs institutionnels et à prix cassé, mais tous ces logements n'entreront pas en service avant encore un bon bout de temps. Fiscalement, le locatif est aussi devenu moins intéressant depuis la fin du dispositif Pinel le 1er janvier dernier. On parle quand même d'une réduction d'impôt jusqu'à 17,5% de la valeur du bien. Sous certaines conditions, c'était un beau billet. Trop cher, trop long, trop risqué, les projets dans le neuf ne trouvent plus preneur. C'est une des causes de la crise locative actuelle, l'autre étant le retrait des biens classés G du parc locatif. C'est autant de biens en moins sur le marché qui souffrent déjà du développement erratique des Airbnb. Or, 40% de Français sont locataires et à moins d'avoir de gros moyens, c'est devenu une croisade pour se loger. Selon une étude menée par le site Bien Ici, la demande a augmenté de 9,5% en un an, pendant que le nombre de biens disponibles a baissé de 6,3%, avec pour résultat des loyers qui n'en finissent plus de monter.
À Paris, un bien à louer fait l'objet de 743 candidatures en moyenne, un chiffre qui ne cesse d'augmenter dans la capitale, mais aussi dans les grandes métropoles françaises comme Lyon ou Montpellier. Et la situation risque de mettre plus de temps que prévu pour s'arranger parce que les conditions de crédit vont se resserrer et que la hausse des loyers pourrait ne pas les compenser. Jusqu'à la rentrée dernière, il fallait compter en moyenne 3,08% pour emprunter sur 20 ans. C'est mieux qu'au pic de 2023, mais la baisse est désormais terminée. Les banques françaises s'apprêtent à remonter leur grille et il faudra s'attendre à débourser plus cet automne, autour de 3,30% sur 20 ans. La marche à franchir s'élève encore d'un cran pour beaucoup de ménages. L'Observatoire Crédit Logement estime que la hausse des taux a déjà fait chuter la capacité d'emprunt des Français de près de 20% en 2 ans. Si je fais le bilan de la situation, entre des prix qui restent chers, des biens rares et des taux qui remontent, pas besoin de faire le calcul, le résultat ne me paraît pas d'avance très fameux. Voilà l'environnement dans lequel 25% des Français, et moi, avons décidé de lancer notre projet immobilier. Et pour être franche, je ne m'attendais pas à ça. Depuis que je suis toute petite, on me dit que la pierre, c'est la reine des placements. Je suis fille de banquier et même si je regardais Casimir à table, j'écoutais les conversations de mes parents. Avoir une maison, c'est génial. En avoir plusieurs, ça fait gagner de l'argent. Quel que soit le motif ou l'objectif, acheter pour habiter ou acheter pour louer, à la maison, la réponse a toujours été « dès que tu peux, achète, mais demande-moi d'abord ». Selon les sondages, 68% des locataires rêvent d'acheter leur carré de terre. L'immobilier, c'est un pilier traditionnel de constitution d'un patrimoine et souvent c'est l'unique actif détenu par les propriétaires. Mais en 30 ans, il a complètement changé de visage. D'abord, acheter une maison est devenu plus cher. Jusqu'à la fin des années 90, il fallait plus ou moins 2 ans et demi de salaire pour s'acheter un premier bien. En 2001, la crise des dot-com a précipité des centaines de millions d'euros échappés des bourses vers le marché moins risqué de l'immobilier. Les investisseurs à la recherche de stabilité ont alors donné le coup d'envoi d'une ascension qui depuis n'en finit plus. Pendant 30 ans ou presque, l'immobilier français a connu une croissance si forte qu'on a cru à une bulle. Mais non. Si j'avais écouté mes parents à ce moment-là, ce que j'aurais acheté vaudrait aujourd'hui près de 2 fois et demi ce que je l'ai payé, sans compter les économies de loyer. Mais ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, la pierre est 2 fois et demi plus chère qu'il y a 30 ans. En 2025, il faut compter près de 5 ans de revenus pour un premier bien, un chiffre qui ne fait qu'augmenter depuis presque 40 ans, de 3,2% par an en moyenne pendant 30 ans. C'est mieux que l'épargne réglementée et les 2,10% des fonds en euros, mais c'est moins bien que les marchés boursiers. En 2009, la finance salue la naissance de ce qui va devenir le plus gros ETF économie mondiale, l'outil parfait pour une diversification ultime. iShares MSCI World affiche un plus 398% depuis son lancement, soit une moyenne de 10,1% par an pendant 16 ans. On peut aussi comparer ses performances à celles du SPDR 500, le plus vieil ETF lancé en 1993 par Standard & Poor's, qui a offert 10,7% de performance brute nominale chaque année pendant 32 ans. Ainsi, si j'avais chaque année placé l'équivalent d'un loyer sur le SPDR SP500, je n'aurais pas 2 fois et demi le capital investi au bout de 30 ans, mais 20 fois plus à la louche. Alors face aux bourses, l'immobilier français peut-il encore revendiquer son statut de roi des placements ? Et la réponse reste oui, oui et 3 fois oui. D'accord, la bourse c'est le meilleur rendement à long terme, les performances sont 3 fois supérieures à celles de n'importe quel locatif, surtout la bourse américaine, mais les deux actifs n'ont ni le même objectif ni les mêmes logiques de fonctionnement. En réalité, je ne devrais même pas les opposer tellement ils sont complémentaires. C'est qu'on n'achète pas de l'immobilier pour le rendement, enfin pas seulement. On achète pour sa sécurité, c'est vrai depuis la nuit des temps et ça l'est encore aujourd'hui, c'est instinctif, la pierre c'est du solide. C'est aussi de la contrainte, il faut entretenir, renouveler les gros équipements, gérer les locataires le cas échéant et surtout c'est taxé. À l'achat pendant toute la détention et parfois à la vente, à la transmission, donation ou succession. Mais ce qui plaît aux investisseurs, c'est son statut de garantie ultime, parce qu'on sait qu'en France, l'immobilier, ça monte. À moins d'une catastrophe naturelle, d'une guerre ou d'un incendie qui vienne détruire le bien, il va durer, et plus ça dure, plus ça prend de la valeur. Et à l'inverse, quand ça baisse, ça ne dure jamais longtemps. Personne ne s'imagine que le marché français s'effondre soudain de 20% en une semaine, comme une action Tesla ou Nvidia. Et quand bien même, ça peut bien secouer aujourd'hui, dans 30 ans, on peut raisonnablement penser que la maison que je compte acheter l'année prochaine aura elle aussi pris de la valeur, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'immobilier monte, bon an mal an, chaque année de 3,2% depuis 30 ans, inexorablement et en dépit des crises financières ou des récessions économiques. Voilà pourquoi quand on s'achète un bien, que ce soit pour y vivre ou pour le louer, on regarde au-delà de la rentabilité brute. La propriété apporte une sécurité que les actions n'offrent pas. Bref, qu'il s'agisse d'un investissement locatif ou de l'achat d'une résidence principale, pour combler les objectifs de sécurité en utilisant le levier du crédit, c'est l'actif qui présente le meilleur équilibre risque-rentabilité, loin devant les actions. Bon, alors, je fais quoi ? J'achète ou pas ? Oui, j'achète, mais j'appliquerai un conseil familial. Comme les taux montent, je dois revoir mon projet de façon à limiter l'impact du financement. Ça passe par un peu plus d'apport, même 5% seulement, par choisir un bien moins cher ou acheter moins de parts de SCPI, même 5 000 € de moins, ou encore par emprunter sur une durée plus courte pour limiter le coût des intérêts. C'est au choix, mais oui, j'achète.
L'année 2026 ne sera certainement pas un millésime, mais il va y avoir des affaires à faire, quitte à planifier de faire renégocier les taux du prêt un peu plus tard. L'extension du prêt à 0% et l'interdiction à la location de biens classés G devraient stimuler le marché et les notaires de France s'attendent à 925 000 transactions pour 2025, c'est 8% de plus que l'année dernière. Pour 2026, le total pourrait monter à 960 000, soit 3% de plus environ. Ensuite, il est probable que tout devienne encore plus difficile qu'aujourd'hui, comme en 2021. La reprise sera consolidée, mais le rythme ne sera pas celui des années 2000. Les taux vont continuer de grimper pour terminer l'année autour de 3,6% sur 20 ans. Les banques vont renforcer leurs critères et encore une fois, une partie des Français, les profils les moins solides, comptent pour 17% des dossiers, vont se voir exclus du système. Si vous avez un projet immobilier, c'est maintenant qu'il faut vous lancer. Si vous avez l'envie et l'occasion d'accéder à la propriété, n'abandonnez pas à cause de la conjoncture. Agissez en ingénieur financier, recalculez, ajustez en fonction du contexte, réfléchissez et continuez. N'oubliez pas d'essayer Imoscan, l'outil ultime pour vos investissements immobiliers. Utilisez le coupon de réduction surprise MoneyRadar tant qu'il est encore disponible et profitez d'une licence à vie sans frais récurrents, d'une réduction hors norme spécialement négociée pour vous, ainsi que de 30 jours gratuits satisfaits ou remboursés pour ne prendre aucun risque. Mais faites vite, ce bonus négocié disparaîtra dès que les derniers coupons seront utilisés. Si vous êtes déjà bien avancé, racontez-moi votre expérience dans les commentaires, si vous avez rencontré des difficultés dans vos démarches et si tout se passe comme prévu. Pour ma part, je vous tiendrai au courant. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et si c'est le cas, n'oubliez pas le like et le partage. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, restez curieux et je vous dis à très bientôt sur MoneyRadar.